C'est maintenant au tour de Christophe Deschamps. Je vous en prie. Merci. Mesdames et messieurs, membres de la commission Econ, membres du Parlement, j'ai grand plaisir à être présent parmi vous. Finance Watch a une expérience à vous communiquer pour répondre à la question de savoir si on a tiré les leçons de la crise financière. Nous voulions créer, nous, au niveau de Finance Watch, un système indépendant pour contrebalancer ce que pense l'industrie financière pour voir comment réformer le système financier. Avec les ressources dont nous disposons, nous avons essayé de dynamiser le débat pour mieux tenir compte des intérêts de la société dans son ensemble. Parlons maintenant des réformes. Jusqu'à présent, on a beaucoup glosé sur les causes et conséquences de la crise. Il y a eu un engagement pris au niveau international en conséquence de la crise pour procéder à des réformes financières au niveau du G20. Il fallait s'assurer d'avoir bien tiré les leçons de la crise. La Commission et le Parlement doivent être loués. Ces institutions ont mis en place énormément de réformes pour stabiliser le secteur. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que la plupart des réformes sont des réformes microprudentielles, qui signifie qu'elles visent à ce que les établissements financiers soient plus sûrs. Mais aucune de ces réformes ne sont macroprudentielles. Il ne s'agit pas de rendre le système financier plus sûr dans son ensemble, dans ces réformes. On n'a pas pu mettre en place les réformes en matière de shadow banking. On a remplacé cela par la protection du shadow banking. L'objectif d'ensemble de la réglementation du système financier, c'est la stabilité pour que la croissance et les emplois puissent être maintenus de façon durable. Les réformes mises en place ont échoué. Elles n'ont pas pu répondre à la complexité excessive des systèmes financiers et de la réglementation financière. Énormément d'établissements financiers ont pu contourner la réglementation. La directive fonds propres 4 en est un bon exemple. On a échoué à supprimer les modèles complexes. On n'a pas pu prévoir les arbitrages réglementaires pouvant apporter une aide. Il aurait fallu un modèle plus robuste. On n'a pas imposé suffisamment d'exigences en matière de capitaux et maintenant l'on compense en créant une autre strate de mesures complexes en mettant en place le processus, la procédure de renflouement. Ceci m'amène à la titrisation, sujet de l'audition d'aujourd'hui. La titrisation et la crise étaient considérées comme étant les causes et les conséquences de la crise. À l'heure actuelle, la titrisation se situe au centre de l'agenda concernant les emplois et la croissance en Europe. On débattra énormément de la titrisation durant le deuxième panel. J'essaierai donc de me concentrer sur la question consistant à se demander si l'on a bien tiré les leçons de la crise. La réponse est non, très clairement. Me concentrant sur la titrisation, j'essaierai d'expliquer ce qui s'est passé avant la crise et ce que nous faisons maintenant. Tout d'abord, avant la crise. Il y a un manque de correspondance entre les intérêts des émetteurs et des investisseurs. Les critères n'ont pas permis justement de régler les choses en matière de prêts. La rétention du risque à 5% ne contribue pas à traiter ce manque de correspondance en termes d'intérêt. Il faudrait en passer à 20%, voire plus. Et on ne parviendra à cela qu'en prévoyant une intégration verticale des tranches. Deuxième question, la complexité des transactions. Plus particulièrement, le fait d'avoir des tranches, cela génère une complexité excessive, conflit d'intérêts entre ceux qui possèdent les différentes tranches. Troisième question, on a beaucoup compté sur les agences de notation. On s'est beaucoup fié à elles. Il y a quand même des conflits d'intérêts entre les investisseurs et les agences de notation. La leçon est double à tirer. Premièrement, les investisseurs devraient se voir encouragés, et nous sommes d'accord là-dessus, à mener leur propre diligence raisonnable au lieu de se fier à des évaluations extérieures. Deuxièmement, il devrait y avoir néanmoins une entité chargée de l'évaluation de la conformité par rapport aux critères STS. Cette entité devrait être une agence publique, ce serait souhaitable, étant donné les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis des investisseurs. Ensuite, la question de la titrisation
synthétique. Des discussions ont lieu pour permettre cela au sein du cadre STS. Permettez-moi de prendre une minute pour développer là-dessus. Il y a eu énormément de travail mené au niveau universitaire qui a apporté certaines preuves empiriques du fait que la titrisation synthétique vient accroître les risques systémiques des banques européennes. Je m'explique. Franker et Quanen en 2007, Annan et Galle en 2006 et Udo et Michalak en 2010. Le CBS a également précisé que il ne faudrait que les véritables banques, les véritables soient possibles. Donc il faudrait dire que ceci est cohérent avec le cadre prévu par la Banque européenne, où les titrisations synthétiques ne sont pas acceptées en garantie par la Banque centrale européenne. Même la Commission, dans son analyse d'impact, a clairement précisé que la titrisation synthétique est exclue du cadre dû à la complexité qu'elle vient ajouter aux produits. Peu importe qu'on les utilise pour des raisons de réduction de risque, il faut de toute façon pousser le travail pour prévoir un certain nombre de critères. Nous pensons donc que les débats sur l'inclusion potentielle des synthétiques dans le cadre STS devraient être interrompus. Et nous attendons à ce que la Commission suive les principes du mieux légiférer et qu'elle fournisse une analyse d'impact idoine pour explorer plus avant la nécessité de ce type de titrisation, prévoir éventuellement un autre traitement de celle-ci. On connaît les leçons à tirer de la crise, mais la mémoire que nous en avons est courte. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas accompli notre mission. Énormément de choses restent encore à faire et nous devrions résister à la tentation d'être trop peu visionnaires. Il ne faudrait pas se limiter au moyen terme au détriment de l'instabilité. Nous n'avons pas encore fini de payer les pots cassés de la dernière crise. Certains protagonistes arguent du fait que cette fois les choses se passeront différemment. Il ne faut pas forcément les écouter. Par conséquent, et ce sera mon dernier mot, il faut garder présent à l'esprit le fait que une bonne réglementation, c'est essentiel pour que les économies soient efficaces, pour qu'elles le fait de bien les faire fonctionner, c'est une mission qui ne prend jamais fin. Merci. Merci de toutes ces questions nombreuses. Je réagirai sur un point qui a été évoqué auparavant et qui est ressorti ici et là concernant la titrisation européenne. Oui, elle fonctionne bien, mais en termes de faible défaillance, cela ne s'est pas bien passé dans les cas où les valeurs mobilières étaient cotées, où on avait des prix qui sont tombés à 80% dans certains cas. Là encore une fois, l'on parle de valeurs mobilières cotées. Si les choses s'étaient très bien passées, il ne serait pas nécessaire de réviser les choses. Donc il faut être tout à fait au clair là-dessus. S'il faut essayer de dynamiser la titrisation, c'est que quelque chose a cloché. Il y a certaines valeurs mobilières qui ont été cotées, leur valeur a baissé, cela a généré des pertes importantes. Les investisseurs y ont laissé des plumes, mais vous vous souviendrez vraiment qu'on ne se fait pas voir deux fois. Donc la confiance, elle est importante. Il faut la maintenir tout au long du chemin. Si on veut restaurer la confiance, ce dont on a besoin, c'est d'un cadre extrêmement fort qui tiendra compte des leçons tirées du passé. Et le processus STS ne permet pas cela selon nous. C'est un système qui est là certes, mais il n'est pas simple. Maintenant sur les synthétiques. Ce que nous voulons interdire les concernant, nous voulons surtout les voir exclus du cadre STS parce que ce ne sont pas des systèmes simples, ni transparents, ni normalisés. Alors oui, nous faisons une différence entre deux
types de synthétiques, ceux concernant l'arbitrage et ceux concernant les bilans, mais souvent il est très difficile d'opérer un distinguo entre les titrisations synthétiques saines et celles qui ne le sont pas. L'on m'a demandé de développer plus avant sur les instances publiques. Des observations ont été présentées sur la certification. Également, nous partageons certaines de ces idées en la matière, mais pourquoi voulons-nous des instances publiques? Nous en voulons parce que nous savons qu'une initiative privée ne fonctionnerait pas correctement. Une agence de notation, c'est quoi? C'est finalement une entreprise privée, si vous voulez, qui fournit une sorte de certification en termes de notation. On a constaté dans le passé que cela ne fonctionnait pas. Puisqu'on parle d'intérêt public, on a besoin d'une instance publique, si l'on a besoin d'une telle instance. Dans le meilleur des mondes, ce que l'on voudrait, c'est que les investisseurs prennent leur part du travail, qu'ils mènent leur propre diligence raisonnable. Mais puisque le système est organisé par tranches, on peut transformer certains systèmes. On peut noter double B, triple B. On peut transformer pour la première tranche certaines valeurs mobilières en triple A, alors que par rapport à la diligence raisonnable, eh bien, les investisseurs acquerront un titre en pensant qu'en termes de diligence raisonnable, quelqu'un a effectué le travail à leur place. Et de toute façon, ils commettront la même erreur qu'en 2007 et 2008. Ils se diront qu'ils acquièrent une valeur mobilière triple A qui comportera peu de risques. Si un problème se pose un jour, parce que c'est de toute façon une valeur mobilière susceptible d'être cotée, eh bien, il sera possible de revendre cette valeur mobilière sur le marché secondaire. Et le marché secondaire, c'est une illusion dans le cas de valeurs mobilières telles que celle-ci. Les liquidités ne feront que disparaître en un claquement de doigts. C'est ce que s'est passé pendant la crise. Donc, si les investisseurs ne disposent pas des moyens leur permettant de se livrer, d'effectuer leur diligence raisonnable, c'est de toute façon la solution que nous privilégierions, nous, parce que nous voulons que les investisseurs soient des investisseurs à long terme, qui ne fassent pas uniquement que du court terme, qui se bornent à vendre si les choses ne fonctionnent pas. Je l'ai dit auparavant, la porte de sortie, elle est toujours assez étroite, les choses ne peuvent pas se passer correctement. Concernant ce qu'a précisé l'europarlementaire allemand, il dit qu'en termes de qu'il n'y a pas suffisamment de crédit. Nous pensons qu'il n'y a pas suffisamment de demande côté consommateur. Quand on s'intéresse au marché des capitaux, à l'union en la matière, à la titrisation par comparaison à la banque traditionnelle, eh bien en Allemagne, on a un système bancaire de proximité. On a des banques, que ce soit Volksbanken ou autres, des banques qui mènent fort bien leurs tâches. Et les autres pays européens les envient. Donc, pour les banques traditionnelles, pour le modèle bancaire traditionnel, il n'y aura pas de problème à trouver du financement. Quand la croissance sera de retour, les PME en Allemagne, cela ira. C'est vrai que les marchés financiers sont beaucoup moins stables que le secteur de la banque de proximité, pour des raisons très simples. Le marché financier n'a pas d'intérêt particulier vis-à-vis de l'emprunteur. Bon, si les nouvelles sont bonnes, j'achète. Si elles sont mauvaises, je vends. Bon, tout le monde vend en même temps parfois, et cela, finalement, donne lieu à une crise systémique. Quelle est la valeur ajoutée au plan économique du STS? Eh bien, il y en a une, tout de même, en définitive. Mais cela concerne les établissements financiers les plus importants, et qui sont rentables. Rien pour les petites banques, rien que pour l'économie réelle. Aux États-Unis, c'est même un échec pour les PME. Le fait de s'attendre à ce que un tel système fonctionnera en Europe, pour les PME,
c'est vraiment un vœu pieux que cela, selon moi, parce que vous avez 23 langues différentes, vous avez 28 systèmes fiscaux différents, vous avez encore des 28 législations en matière de faillite, alors bon, un seul système pour toutes les PME en Europe, ça me semble être un chemin encore long à parcourir. Merci.